Le projet de ce livre est largement né de mon indignation citoyenne face à la manipulation de l'histoire du Moyen-Orient par différentes forces d'oppression, par les dictateurs, par les djihadistes, qui se saisissent pour leur propagande de haine de différents événements de cette histoire, souvent d'ailleurs tronqués, mal interprétés, au service de leur discours de guerre. Or, quand on prend l'histoire dans la longue durée, quand on prend les séquences au lieu de prendre tel ou tel événement particulier, eh bien, on a une toute autre interprétation. Et effectivement, cette histoire laïque, cette démarche laïque, vise d'abord à reprendre l'histoire des mains de ces manipulateurs de haine qui lui ont fait tant de mal et qui s'en sont tant servis, mais aussi à mettre à la disposition de chacune et de chacun une histoire qui fait partie non seulement du patrimoine commun du Moyen-Orient, mais aussi, bien entendu, du patrimoine commun de l'humanité. J'ai l'embarras du choix des événements, des dates que je pourrais mettre en avant. D'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, chacun des 10 chapitres de mon livre, j'ai une chronologie pour qu'on se retrouve dans cette séquence très dense. Mais je choisirai 3 événements. 869, c'est la révolte des Anges dans le sud de l'Irak actuel. Et donc, on va avoir une alliance d'esclaves auto-émancipés et de paysans déshérités qui va, pendant près d'une quinzaine d'années, faire trembler le califat abbasside. Il faut savoir que la capitale, Bagdad, va être pratiquement assiégée par ces insurgés qui ont voulu libérer les femmes et les hommes. Et il faut rappeler qu'il n'y avait aucune distinction de race ou d'ethnie, vu que beaucoup de ces esclaves venaient directement de la côte orientale de l'Afrique. Ensuite, je prendrai 1639, qui est le traité qui établit la frontière entre l'Empire ottoman sunnite et la Perse safavide chiite. Alors, il y a eu des décennies de guerre avant d'en arriver à ce traité. Mais ce qui est frappant, c'est que cette frontière, qui est une frontière d'empire, qui est une frontière politique, elle n'est ni une frontière ethnique, on a des Kurdes, des Arabes, des Turcs, des Turkmènes des deux côtés de cette frontière, elle n'est ni une frontière confessionnelle, on a des chiites et des sunnites des deux côtés de la frontière, elle est une frontière politique et c'est aujourd'hui la frontière entre l'Irak et l'Iran. Et elle a résisté à tous les tourments de la région, y compris la guerre épouvantable entre l'Irak et l'Iran de 1980 à 1988, ce qui prouve qu'au Moyen-Orient, les frontières qui durent ne correspondent pas forcément, la preuve, à des groupes confessionnels ou ethniques. Et puis la dernière date, c'est 1919, c'est la révolution, la Saoura égyptienne contre le protectorat britannique, parce qu'on l'ignore trop souvent, les Arabes ont inventé la non-violence, ils ont inventé le gandhisme avant Gandhi. Ils se sont mobilisés de manière tout à fait disciplinée et la non-violence n'était pas un choix par défaut, c'était un choix stratégique face à un empire surarmé qui était prêt à tuer des milliers, voire des dizaines de milliers d'Égyptiens. Eh bien, ils ont choisi la voie pacifique. Il y a eu des centaines de morts, mais au bout de 3 ans, ils ont obtenu leur indépendance, une indépendance certes formelle, mais qui est la première des indépendances du monde arabe au XXe siècle. J'ai le plus profond respect pour Dominique Eddé, pour son œuvre d'écrivaine, d'essayiste, mais aussi pour ses engagements qui frappent par leur constance et leur détermination. Je trouve que cette citation résume parfaitement le dilemme de la laïcité par rapport à ce qu'on appelle des minorités. Et Dominique Eddé trace cette voie, désigne cet horizon où sans laïcité effective, il n'y a pas de citoyenneté,
donc pas de garantie effective des droits des minorités. Or, trop souvent, on croit que les minorités peuvent être protégées par un homme fort, concrètement par un dictateur, qui justifiera l'oppression de la majorité en disant qu'il protège les minorités. Et donc, les minorités deviendront l'otage de ce dictateur. On pense évidemment à Bachar el-Assad en Syrie ou à Saddam Hussein hier en Irak. Ce dictateur, lui, eh bien, il ne protégera pas vraiment ces minorités. Elles deviendront les cibles, je dirais, privilégiées de la crise de ces régimes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la France laïque, la France républicaine, où le débat sur les minorités au Moyen-Orient est souvent très vif, eh bien, elle se retrouve à la traîne du pape François, qui considère que le concept de minorité est un concept discriminatoire, que le seul concept qui doit prévaloir au Moyen-Orient, c'est celui de citoyenneté, et donc dans une perspective laïque. Les démocraties occidentales en général n'ont jamais voulu comprendre, ou en tout cas tirer les conséquences pleines et entières du fait que dans le monde arabe, au sud de la Méditerranée, il y avait des femmes et des hommes qui partageaient les mêmes valeurs, qui avaient les mêmes exigences et qui donc avaient ce droit imprescriptible à l'autodétermination. Donc ce refus d'accepter la communauté de valeurs a littéralement plombé les relations entre le nord et le sud de la Méditerranée. On n'a jamais voulu en Europe accepter que la chute du mur de la peur en 2011 dans le monde arabe était aussi importante pour l'Europe que la chute du mur de Berlin en 1989. Et quand Barack Obama prononce un discours historique au Caire en 2009, eh bien, en fait, il en reste au discours, il en reste à l'invocation des grands principes. D'ailleurs, c'est très révélateur que ce discours s'intitule Un nouveau départ entre l'islam et l'Amérique, pas entre les peuples arabes et les peuples occidentaux, pas entre le sud de la Méditerranée et le monde occidental, des deux côtés de l'Atlantique, mais l'islam, donc comme si l'islam était une abstraction à laquelle se résumeraient les femmes et les hommes du Moyen-Orient. Et on a vu qu'en 2011, Barack Obama était extrêmement troublé par les soulèvements arabes. Sa solidarité n'allait pas du tout de soi. Son engagement en Libye a tenu beaucoup à la pugnacité de Nicolas Sarkozy et qu'en fait, en Syrie, il n'a jamais fait les gestes minimaux pour soutenir le soulèvement démocratique. Pourquoi? D'abord parce qu'il avait très peur de ces mouvements, mais fondamentalement, j'insiste, parce qu'il ne les a jamais compris. Pour justifier a posteriori son refus de mettre en œuvre son propre engagement, sa ligne rouge sur l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad, il affirme au journaliste américain Tom Friedman que en Syrie, comment voulez-vous qu'une armée composée de paysans, de professeurs, de médecins puisse l'emporter? Et donc Barack Obama oublie tout simplement que c'est une armée composée de paysans, de professeurs, de médecins qui a libéré les États-Unis du colonialisme britannique. Il ne comprend pas que cette histoire au Moyen-Orient, c'est la même histoire que l'Europe et les États-Unis ont aussi vécu et que donc face à cette revendication à l'autodétermination, la solidarité aurait pu s'imposer, aurait dû s'imposer, et au lieu de cela, on a eu des calculs dont on voit que non seulement ils n'ont pas empêché les crises de s'aggraver, mais ils ont abouti à la catastrophe de la crise des réfugiés en 2015 et de l'essor de Daesh et du terrorisme euh, djihadistes à la même époque.
Je crois qu'il faut très simplement, hein, je suis historien, regarder le passé en face, le passé de la France comme le passé des autres puissances au Moyen-Orient, hein, sans noircir le tableau pour la France par rapport aux autres. Mais il faut être effectivement conscient de la contradiction fondamentale d'une Troisième République qui est laïque à l'intérieur, qui euh, promeut la séparation entre l'Église et l'État en France même, mais qui au Moyen-Orient se fait l'artisan d'une confessionnalisation politique dont on voit qu'au Liban et en Syrie, elle n'a pas eu que des résultats très positifs, y compris pour ceux qu'elle prétendait protéger, avec tous les guillemets qu'on veut. Mais je suis aussi toujours frappé, hein. Je fais beaucoup de débats, de rencontres dans toute la France. J'étais encore récemment à Montpellier, à Toulouse, à Nantes. Et il y a un débat dans la société française qui va bien au-delà, hein, des clichés de certains plateaux télévisés ou des amalgames de certains populistes en vogue. Il y a une volonté de comprendre parce qu'il y a une volonté d'assumer les valeurs de la République française, hein, liberté, égalité, fraternité, et ce message extraordinaire que la France a pendant si longtemps incarné, entre autres au Moyen-Orient, et devrait de nouveau incarner. Donc cette histoire, elle reste à écrire, hein, mais pour pouvoir se projeter, hein, dans cette perspective, il faut bien tirer les leçons de ce passé et il faut justement, hein, modestement mais fermement, hein, dire voilà qui nous sommes, voilà qui nous avons été, et voilà ce que nous pouvons projeter. Et c'est important, évidemment, pour le Moyen-Orient, hein. Le Moyen-Orient, s'il a besoin d'une chose, c'est sûrement pas d'un nouvel hégémon, de nouvelles ingérences, de nouveaux conflits de puissance. Il a besoin de normes, il a besoin de droits, il a besoin d'États. Et ça, la France, hein, avec ses institutions, avec son patrimoine, et avec la présidence de l'Union européenne qu'elle va bientôt exercer, elle pourrait retrouver ce souffle, hein, elle pourrait redonner cette perspective et la donner aussi à l'Europe, qui en a grandement besoin. L'Europe n'existera jamais en Europe pleinement si l'Europe n'existe pas au Moyen-Orient. Et donc, voilà, je conclus mon livre en disant que c'est une contribution à cette réflexion collective citoyenne en France et en Europe, et j'espère que cette contribution, eh bien, elle trouvera sa place dans le débat collectif. Donc, au Moyen-Orient, comme vous l'avez souligné, les manuels d'histoire des régimes en place, hein, que ce soit les régimes au pouvoir ou les différentes milices communautaires qui contrôlent telle ou telle partie du territoire, promeuvent une histoire sainte, hein, qui correspond à leurs ambitions de pouvoir et qui réécrit complètement le passé et qui surtout interdit de penser une forme de présent et d'avenir en commun. Alors il se trouve que j'ai enseigné en arabe l'histoire arabe dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie, à Zartari, et que c'est cette histoire-là, cette histoire que j'écris en français dans le milieu des mondes, que j'ai voulu aussi proposer. Et c'était une expérience extraordinaire, parce que, alors effectivement, ces réfugiés avaient pour certains souffert directement, parfois dans leur chair, de leur opposition au régime Assad et donc à l'histoire sainte que veut promouvoir le régime Assad au profit de son régime. Mais en même temps, là aussi, il y a une demande de sens. On ne veut pas en rester aux propagandes qui ont tourné en boucle pendant aussi longtemps. On veut aller de l'avant, on veut comprendre. Donc je suis convaincu, hein, et certains de mes livres ont d'ores et déjà été traduits en arabe, ont d'ailleurs, pour certains, été distribués dans des camps de réfugiés, que les historiens arabes, beaucoup plus outillés que moi, peut-être ma contribution ne serait-elle pas totalement négligeable, hein. Eh bien, ce travail-là encore collectif doit être mené, hein,
pour des manuels qui seront des manuels citoyens, qui sont des manuels qui déconstruiront les mythes de ces différents régimes ou de ces différents prédateurs pour montrer que cette histoire partagée, cette histoire plurielle, cette histoire diverse, eh bien, c'est l'histoire qu'il faut connaître pour pouvoir apprendre ici et maintenant à vivre ensemble.